Bonjour à tous, merci de votre participation à notre atelier Déterminisme et apprentissage. Êtes-vous une loi de proba? La tendance actuelle est à la personnalisation des tarifs, même si certains assureurs affichent un militantisme de solidarité. Chez beaucoup d'assureurs, il y a une forte pression chez les actuaires pour aller vers une hyper-segmentation. L'accès à de nombreuses datas, souvent externes, et les capacités calculatoires du machine learning ont fait naître une véritable croyance en ses pouvoirs. On parle d'ailleurs de prédiction et pas de prévision. Même si on ne comprend pas le verdict, allusion bien sûr aux boîtes noires, il fait souvent l'objet d'une croyance collective. Mais est-ce que prévoir sans comprendre, est-ce que c'est bien raisonnable? Dans la mesure où la promesse de prédiction est tenue, la tentation d'une hypersegmentation tarifaire, elle se justifie par ses avantages. Pour l'assureur, une identification des bons risques, les fameux bons risques. Pour l'assuré, ne pas payer pour les autres, les mauvais risques. Cela pose des questions, notamment éthiques, et ça présente des risques techniques. L'exclusion de certaines catégories, les jeunes, les vieux, les personnes fragiles. Ça présente également le risque de réduction du champ de l'assurance et un risque d'étatisation de la protection d'une partie de la population. Et puis le risque d'erreur de prédiction, amenant à un mauvais pilotage du portefeuille d'assurés dans le temps, au fil du temps, puisqu'un portefeuille, ça se pilote sur plusieurs exercices. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite à l'efficacité de la segmentation? Est-ce qu'il y a un degré de finesse de segmentation à partir duquel la prédiction est moins intéressante pour l'assureur et pour l'assuré qu'une mutualisation raisonnable? Pour notre part, cette évolution vers la personnalisation nous amène à nous interroger sur la question suivante. Quelle est la pertinence actuarielle de la personnalisation des tarifs et son fondement mathématique? Est-ce que les bases mathématiques de l'évaluation des risques sur lesquels s'appuient les actuaires pour construire les mutualisations, est-ce qu'elles sont remises en cause? Quelles sont les hypothèses implicites d'une hypersegmentation tarifaire? Quelle est la justification d'une loi de probabilité individuelle? Quand la fréquence des sinistres est faible pour chaque individu, c'est le cas en auto, en MRH par exemple, l'éventuelle loi de probabilité qui serait attachée à chaque individu, elle ne peut pas être observée de façon statistique sur un exercice. Au cours d'un exercice, il n'y a souvent aucun sinistre. Et quand il y en a, de toute façon, ce n'est pas assez d'événements permettant de définir la loi de probabilité individuelle. Et pour observer la loi de probabilité d'un individu, il faudrait disposer d'une répétition de réalisation sur une très longue période. Comme la loi de probabilité qui sous-tendrait la prédiction n'est pas observable à l'aide de statistiques, comme le disait dans un autre atelier ce matin Anani, on n'a pas de statistiques sur le futur, quelle serait la justification d'utiliser une loi de probabilité individuelle? L'individu aurait-il la même loi de probabilité tout au long de sa vie? D'une certaine façon, de toute manière, on peut observer qu'un individu, il évolue. Il vieillit, il gagne des compétences, les acquis de l'expérience, l'apprentissage, et puis il en perd d'autres. La vision est moins bonne, il a des réactions qui certes sont plus réfléchies mais sont plus lentes. Bref, il change. Pour l'assureur, dans l'avenir, ce ne sera pas tout à fait le même. Pas tout à fait le même risque qu'aujourd'hui ou dans le passé. Parfois même, il sera même très différent. Donc, contrairement au monde virtuel, ce n'est pas un jeu où il pourrait repartir de zéro à chaque fois. À l'instant d'après, c'est un autre, instruit de ce qu'il a vécu, avec des boucles de rétroaction, capable de modifier les probabilités, notamment celle de la probabilité de déclarer un sinistre à son assureur. Le sinistre n'est pas une chose absolue. Alors, pour toutes ces questions que nous nous posons,
Eh bien, nous nous tournons vers Arthur Charpentier, n'est-ce pas, Nicolas, pour qu'il nous éclaire sur ces questions de pertinence de l'hypersegmentation sur le plan des mathématiques des probabilités. Et donc, on va avoir... vas-y. Parce que jusqu'ici, à l'Institut des actuaires et dans cette journée, on est sur de l'hybride, puisque Arthur n'a pas pu se joindre à la dernière minute. Il est au Canada. Bonjour à tous, merci beaucoup Florence pour cette introduction. Donc moi je vais poursuivre un petit peu ces réflexions effectivement autour des probabilités prédictives. Ça fait écho à pas mal de travaux sur lesquels que je mène depuis quand même pas mal d'années avec pas mal de collègues. Je pense en particulier à cet article qu'on avait écrit avec Laurence Barry et Wayne Galick il y a quelques années pour les Annales des mines, où on se posait la question de l'utilisation des probabilités prédictives en assurance et même si l'article a au moins 2 ans d'historique, les questions restent à mon avis d'actualité. Donc c'est un petit peu ce sur quoi je vais revenir aujourd'hui. Il y a aussi pas mal d'échos avec les questions sur les données massives et sur la norme. Comment définir un individu moyen dans une classe, par exemple, quand on fait de l'individualisation de manière assez poussée, et la question profonde des stéréotypes. Donc je pense qu'on reviendra un petit peu sur ces questions, ces points. Tout au long du petit exposé que je vais vous faire. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être en présentiel, mais j'essaie de limiter au maximum mes voyages transatlantiques. Donc je vous le fais sous forme de petites vidéos et mes excuses pour ne pas être présent à cette journée 100% actuaire Data Science. Donc là aussi, ce que je vais raconter fait un peu écho à une présentation que Florence m'avait demandé de faire il y a quelques semaines, où j'avais parlé un petit peu de statistiques bayésiennes. Et le parti pris que j'avais eu était de dire la statistique bayésienne pose la question de ce qu'est une probabilité, ce que c'est qu'une croyance. Et de dire, en fait, en actuariat, on a plus besoin peut-être de croyances que de probabilités physiques. Mais normalement, les questions des probabilités sont sous-jacentes à tout ce que je présentais dans cet exposé. Je vais reprendre quelques petits éléments aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, il y avait quand même un peu plus d'1 heure de vidéo, donc il y avait plus d'informations dans cette petite intervention sur l'introduction à la statistique bayésienne. Donc, les probabilités, d'où ça vient? Alors, les probabilités, je vais pas refaire l'action de la théorie de la mesure et des probabilités, mais les probabilités, on suppose qu'elles existent dans la vraie vie, et on va faire des expériences pour les faire se révéler. Donc, classiquement, si jamais j'ai un jeu de pile ou face, la pièce, elle est peut-être truquée ou pas, mais elle a ancré en elle, quelque part, les vraies probabilités de tomber sur pile et de tomber sur face. Et en répétant l'expérience, je vais les faire se révéler. Et je pense que la grande difficulté, elle est là, c'est de se dire, un assuré, c'est un peu pareil, il a peut-être une probabilité d'avoir un accident, il a une probabilité de tomber malade, et on espère avoir des données pour faire révéler cette information. Donc, classiquement, en probabilité, on va dire, on répète des expériences. Donc, une pièce, on va la lancer plusieurs fois, et donc on a c'est typiquement le genre de graphique qu'on a juste ici, qui sont cette convergence de la moyenne empirique, dans le cas des événements binaires, vers la probabilité. Et donc la probabilité, c'est cette limite de la fréquence. Okay, donc la fréquence, c'est quelque chose d'empirique que j'observe par répétition. Okay, et la limite correspond à ce que je vais après appeler la probabilité. D'accord. Donc j'ai cette convergence vers cette probabilité de tomber sur 1. Et la difficulté, c'est que on peut pas vraiment répéter des expériences en actuariat. On peut éventuellement avoir plus de personnes qu'on supposerait homogènes, mais là aussi, on verra, c'est un peu compliqué. Mais on suppose qu'on a un groupe avec suffisamment de monde pour pouvoir appliquer du théorème central limite et de la loi des grands nombres. Mais l'idée de la prime personnalisée, pour moi, fait écho au principe de crédibilité, au principe d'experience rating, c'est de dire, je vais non pas utiliser des stéréotypes pour te mettre dans une classe, mais plutôt utiliser des données passées pour essayer de mieux te tarifer. Et ça pose cette question de comment est-ce que je peux faire si jamais on suppose que j'ai pas 5000 années d'observation, mais éventuellement j'observe une personne pendant un petit court laps de temps et j'essaye quand même de bien deviner ce que peut être la probabilité. Et on voit que c'est compliqué. On voit qu'on a beaucoup de variabilité et qu'il faut quand même beaucoup d'expérience pour pouvoir avoir une bonne idée de ce qu'est cette probabilité. Je vais reprendre un petit tableau qu'on avait fait dans notre livre avec Michel Denuit sur les mathématiques de l'assurance il y a quelques années, parce que je pense que en fait, dans ce tableau, il y avait déjà beaucoup d'éléments d'information alors pas exactement sur les probabilités, mais plutôt sur les probabilités conditionnelles dans l'idée de faire la segmentation. C'est que si jamais je décide de ne pas segmenter, on sait tous que l'espérance mathématique de la charge annuelle peut correspondre à une prime qui pourrait être juste de demander aux assurés. Donc ça permet d'être en moyenne à l'équilibre. Pour plein de raisons, on aime bien la norme L2 et le fait qu'on utilise effectivement des pertes quadratiques pour arriver à cette espérance. Donc on veut être en équilibre financier en moyenne.
Ok, ce qui est peut-être pas forcément optimal du point de vue de l'assureur, mais disons que ça a pas mal de sens. Et donc, si je fais ça, mes primes vont être constantes pour tout le monde, donc j'ai aucune variabilité dans mes primes. Et finalement, l'essentiel de la sinistralité, enfin de la variabilité, de la non-variabilité des primes va être porté par l'assureur, qui va avoir son résultat annuel qui devrait se retrouver plus volatile. Au contraire, si jamais on avait accès à toute l'information, c'est même plus que toute l'information. C'est supposons qu'on connaisse les vraies probabilités d'avoir des accidents ou même des montants. Donc on n'a pas juste la survenance ou la fréquence ou les coûts. Enfin, on a vraiment tous les paramètres de toutes ces variables-là. Donc c'est ce qu'on appelait θ et on disait si jamais on fait ça, dans ces cas-là, les primes devraient être différenciées. Donc c'est le fait qu'on utilise l'espérance conditionnelle comme prime conditionnelle donc au facteur de risque qu'on suppose être révélé par différentes techniques. Okay. Et donc, ça va me créer de la variabilité dans mes primes, puisqu'il y a des gens qui vont payer pas cher et des gens qui vont payer beaucoup plus cher. Donc, cette variabilité dans les primes, en fait, va permettre de diminuer la variance globale de la charge annuelle de l'assureur, puisqu'en fait, dans un monde idéal où s'il n'y aurait plus de variabilité, dans ces cas-là, la variabilité fondamentale disparaît. Mais en fait, elle disparaît pas, puisqu'en fait, il reste toujours une part qu'on pourra jamais expliquer et qui est relativement importante en assurance. Donc, ça, c'est lié au fait que quand vous faites une courbe ROC sur des données d'assureur, vous arrivez jamais à avoir un AUC de 95%. Okay. Donc autant quand vous faites un classifieur avec des chiens et des chats, vous pouvez avoir un classifieur parfait et bien reconnaître tous les chats et tous les chiens. Autant prédire qui va décéder dans un portefeuille, c'est une mission impossible, essentiellement parce que même si jamais vous observiez parfaitement les vraies probabilités, vous ne pourriez pas deviner qui va réellement décéder. Donc c'est un peu plus compliqué que ça l'assurance, c'est essentiellement dû à cette variabilité intrinsèque sur laquelle je vais revenir dans un instant. Et ce tableau se termine en disant, en fait, la situation est un peu plus compliquée que ça, parce qu'en fait, θ, je l'observe pas. Le facteur fondamental de risque, je l'observe pas, j'observe des proxys qui sont les variables explicatives. Donc, ils vont nous servir un petit peu à créer des stéréotypes en disant, je vais faire payer peut-être un peu plus cher les voitures de sport, parce que j'observe que dans mon portefeuille, les personnes qui ont une voiture de sport ont un comportement un peu différent des personnes qui n'ont pas de voiture de sport. Je vais tarifier différemment si jamais on habite à la ville ou à la campagne. Et donc, on n'utilise non pas le facteur θ sous-jacent, mais des variables explicatives X, observables et qu'on peut légalement utiliser. Et donc, on tarifie en utilisant cette espérance conditionnelle. Donc, on obtient, là encore, de la variabilité dans les primes. Donc, là encore, les personnes qui sont dans les catégories les moins risquées vont payer moins cher que les personnes dans les catégories les plus risquées. Et donc, on se retrouve là encore avec un partage de la variance entre l'assuré et l'assureur, sauf que cette fois-ci, la variance pour l'assureur va être un peu plus grande que ce qu'on avait auparavant, puisqu'en fait, on retrouve sur le terme le plus à gauche, la variabilité fondamentale qu'on avait dans notre portefeuille, qui est juste liée au fait qu'on ait des risques aléatoires, et on a une partie qui vient de cette deuxième composante, qui est la variabilité de mes X vis-à-vis de θ. Et donc, si jamais j'utilise pas les bons, j'ai pas accès à toute l'information possible, dans ces cas-là, je rate quelque chose qui va m'induire plus de variabilité dans ma distribution des pertes et des profits. Okay. Donc c'est pour ça qu'on utilise, il y a 15 ans, on disait, cette théorie, en tout cas ce petit tableau, légitime cette course à la segmentation qu'on observe, puisqu'en fait, on veut effectivement réduire cette variance en tant qu'assureur, et donc avoir un X qui colle au mieux avec le paramètre θ sous-jacent. Alors, cette approche, elle se comprend bien, essentiellement dans un cadre de régression. Dans un cadre de régression, je vous rappelle, on a une variable Y qui va être une variable continue, on a une variable X, et puis on va essayer de mettre un modèle. Donc le modèle est linéaire ou pas. Si jamais j'ai pas assez de données, on va se prendre un modèle relativement simple. Plus j'ai de données, plus je vais chercher des choses compliquées. Mais on voit que la précision, la qualité de notre ajustement, elle est liée à quelque chose d'un peu profond, c'est la variance. Donc la variance de mes données, c'est lié au fait que si vous repensez les modèles linéaires comme des modèles GLM, on est en train de dire que la variable Y, conditionnellement une variable explicative, ça suit une loi normale. Donc ça suit une loi normale dont la moyenne serait soit une fonction de mes variables explicatives, soit quelque chose simplement linéaire. Puis on a cette variance en sigma 2. Okay. Et donc cette variance en sigma 2, ce qu'on va dire, c'est elle peut éventuellement réduire. En ayant plus de données, je peux réduire cette variabilité qu'il va y avoir dans mes données, et donc je vais pouvoir pardon, je mélange un peu tout. On a cette variabilité fondamentale, mais en plus il y a le facteur n qui va venir s'ajouter et qui fait que plus j'ai de données, plus je pourrai être précis dans la construction de mon modèle. Donc le modèle sera plus précis, mais c'est pas pour autant que je pourrai mieux capturer des effets non linéaires. Donc le lien entre n et sigma est relativement complexe, mais on peut le séparer quand on fait des régressions linéaires, puisque je pourrais, par exemple, réduire mon sigma, et dans ces cas-là, on voit, je pourrais mieux capter des effets non linéaires, parce qu'on verrait mieux, par exemple, les ruptures. Si jamais j'ai une plus petite variabilité, je verrais mieux les choses.
Le grand problème dans les GLM, c'est que, et en particulier pour la régression logistique ou la régression de Poisson, c'est qu'en fait, il n'y a pas deux paramètres. J'ai pas de paramètre de variabilité en plus, et donc je peux pas dire que le risque va disparaître complètement, essentiellement parce que la variance dans mes données, elle est fondamentalement liée à ma moyenne. Okay, dans le cas de la régression logistique, la variance ce sera du P1 moins P. Okay, et donc même si P est petit, je peux pas me débarrasser de mon facteur de variance. Alors qu'en régression, ça serait éventuellement possible. Ça serait possible d'avoir un sigma qui devient tout petit. Alors, c'est relativement compliqué, mais peut-être qu'en rajoutant des variables, en fait, on pourrait réduire cette variance. C'est pas le cas dans les modèles de régression logistique. Okay, donc, je pourrais pas faire disparaître cette variance fondamentale, okay, essentiellement parce que j'ai un seul paramètre dans les GLM. Alors, juste pour aller un petit peu plus loin, je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'entends par là. Donc, supposons que j'observe des barèmes de Bernoulli. Donc, supposons que je m'intéresse à la sinistralité de mes individus et je veux faire de l'experience rating. Donc, l'idée étant de faire de la tarification individuelle. Donc, ne pas se reposer sur des classes construites a priori et de manière un peu stéréotype, mais d'utiliser vraiment les probabilités historiques passées. Donc, par exemple, ici, j'ai généré des données qui suivent une Bernoulli avec une probabilité qui vaut 15%. Okay. Dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais j'ai à peu près une centaine d'observations, la moyenne, elle n'est pas exactement à 15%. Donc, si jamais vous avez fondamentalement une probabilité θ qui vaut 15%, si jamais j'utilise les données passées, je serai sûrement proche de 15%, mais j'ai une certaine variabilité qui est comprise ici quasiment entre 10 et 20%. Donc, on voit qu'affecter une probabilité, aller chercher des décimales très très fines sur les probabilités, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, j'ai une variabilité fondamentale qui pourra pas vraiment disparaître. Il y a quand même pas mal de chances pour qu'on soit compris entre ici 10% et 20%. Ok. Donc je peux même représenter, on le voit ici en bas, ma distribution de ma moyenne. Alors je l'ai rendu un peu plus lisse. En fait, j'ai utilisé une approche bayésienne pour avoir des choses plus lisses. Mais voilà, on pourrait le faire avec des histogrammes. Mais bon, c'était juste pour être un peu plus lisible en termes d'output, mais les ordres de grandeur sont de toute façon les mêmes. Alors, au lieu de voir cette différence entre le 10 et 20% quand vous avez une probabilité qui a un θ qui est à 15%, je pourrais regarder en variation relative. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, la variation relative, ce serait la différence entre ce que vous allez observer, la moyenne empirique, c'est la sinistralité, et le paramètre sous-jacent, c'est ce que vous feriez payer comme prime si vraiment vous observiez la probabilité sous-jacente. Donc là, je me place vraiment dans cette situation de segmentation parfaite. J'observe exactement la probabilité de 15%. Donc, je fais payer une prime qui est liée à ce 15%, mais je regarde la variabilité que j'ai autour. Et donc, ça, c'est important pour l'assureur, puisque c'est la distribution des pertes et des profits, en sachant qu'on a parfaitement tarifé. Et donc, c'est ce que je disais tantôt, c'est on a une variabilité autour de ce 15%, parce qu'en fait, j'ai ces lois binomiales et je les observe pas énormément. Okay, donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on est à plus ou moins 5%, exprimé en valeur absolue, ou je peux le faire en manière relative. Donc, de manière relative, je peux me tromper de 30%, de 45%. Alors, le relatif est intéressant parce que ça permettra d'avoir à la fois des petits risques et des grands risques. Ok, c'est qu'on le verra, les petits risques et les grands risques, ils n'ont pas les mêmes variabilités autour de leur probabilité fondamentale, essentiellement parce que quand vous êtes avec une petite probabilité, si jamais vous avez une probabilité de 2% d'avoir un accident, on se doute que vous allez varier autour de 2%, donc peut-être entre 0 et 5. Par contre, quand vous êtes à 40%, on se doute que la variabilité est plus grande. Donc, raisonner de manière absolue, c'est intéressant. Ça peut s'interpréter en termes de montant, mais de manière relative, c'est aussi important parce que l'assuré, lui, va peut-être raisonner de manière relative. Si jamais vous lui doublez sa prime, c'est pas pareil que lui augmenter de 15 euros. Okay, donc je vais raisonner dans les schémas qui vont suivre en regardant la variabilité que j'ai sur la vraie probabilité, la fréquence, sachant qu'on avait vraiment observé la vraie probabilité de 15%. Donc je connais ma vraie probabilité et je regarde comment je varie dans un portefeuille avec une centaine d'assurés, disons avec une centaine d'années d'observation. Ensuite, je fais la variation en valeur absolue par rapport à la vraie probabilité. En fait, ensuite, je le fais en relatif. Donc, ça me donne ce genre de graphique. Ok. Donc, tout à gauche, vous avez les faibles risques avec une probabilité à quasiment 0%. Puis, je vais augmenter progressivement pour arriver jusqu'à 20%. Ok. Donc, finalement, on est assez proche de ce qu'on aurait en assurance auto. On voit qu'on a de la variabilité et les points sont des simulations. Okay, donc je simule des points. Donc à gauche, vous avez la distribution de la vraie probabilité avec un intervalle, une bande de confiance à 90%. Au centre, vous avez la variation relative. Et à droite, vous avez la variation absolue. Pardon, c'est l'inverse. La variation absolue, la variation relative. Et ce qu'on voit, c'est que les deux dernières courbes évoluent en sens inverse. Les petits risques, finalement, vont varier assez peu de manière absolue, okay, autour de la vraie probabilité. Mais par contre, de manière relative, ça va être important. Okay, ça va être très important quand on compare, comme ici, du 5%, 10%, 15%, 20%. Okay, donc on voit évoluer un peu ces différentes probabilités et on voit qu'il reste une incertitude qui est importante. Donc aller chercher
d'estimer des probabilités avec 2 chiffres après la virgule, ça va, genre du 15,02, ça n'a pas de sens. Ok, on voit qu'on a un intervalle de confiance qui est relativement important. Donc finalement, on se doute que les classes tarifaires, elles doivent rester finalement relativement grosses, parce que on va pas pouvoir aller, le notion même de probabilité individuelle très fine n'a pas de sens, d'un point de vue statistique. Ok, et là encore, je suppose que j'ai parfaitement observé mon paramètre de probabilité sous-jacente. Et là, je vais m'autoriser éventuellement à pas être parfaitement corrélé. Ok, donc éventuellement, j'ai des variables explicatives qui sont juste partiellement corrélées. Alors de mémoire, je suis quand même à 95% de corrélation entre x et le paramètre θ. Ok, mais plus ma corrélation est faible, plus je vais avoir de la variabilité. D'accord, donc c'est juste que je sais pas bien classer les gens, et donc j'ai du mal à, je vais leur donner, j'ai l'impression que ça va être des 15%, mais en fait c'est juste que mon paramètre que j'utilise x pour approcher cette probabilité me fait tomber un tout petit peu à côté. Ok, donc là c'est le fait que notre modèle linéaire nous fait pas approcher, enfin, notre modèle GLM nous fait pas approcher la réalité du facteur sous-jacent, et donc on a davantage de variabilité. Ok, alors je peux me poser d'autres questions qui seraient: est-ce que segmenter, comment se segmenter a un impact? Donc tout à l'heure, je faisais payer la vraie probabilité, ok, parce que je l'observais, mais éventuellement on l'observe pas. Par contre, on sait les mettre dans des bonnes classes. C'est-à-dire que je sais repérer une personne qui a une probabilité de moins 5%, une probabilité qui est entre 5 et 10%. Et donc ce que je dis, c'est que les personnes qui ont la même probabilité, enfin, ils ont une probabilité qui est proche dans cette bande de 5%, je leur fais payer la même prime. Ok, donc la distribution de et je l'observe parfaitement, cette probabilité. Ok. Donc à gauche, la distribution, le nombre de sinistres, sa distribution est toujours la même. Par contre, on le voit sur la distribution des profit and loss, j'enlève la prime. Ok, donc quand j'enlève la prime, on voit qu'on a effectivement ces effets rupture auxquels on s'attend, qui est que si jamais vous êtes avec une rupture à 5% et que vous êtes juste en dessous, vous avez un gain énorme parce qu'on vous met dans la catégorie des risques faibles. Quand vous êtes juste après, vous avez une variabilité qui est très, enfin, au contraire, vous payez beaucoup plus. Donc on a ces effets de rupture qu'on connaît tous et qu'on n'aime pas trop, puisque si jamais vous changez d'une catégorie à epsilon près, dans ces cas-là, vous allez avoir des variabilités énormes sur vos primes. Et donc c'est un peu ce qu'on observe sur le graphe du centre, et à droite, je le mets encore de manière relative. Donc on retrouve une espèce de discrétisation des schémas qu'on avait auparavant, qui vont finalement s'accentuer quand on a de moins en moins de classes de risque. Ici, j'ai que 2 classes de risque. On voit que j'ai davantage de dispersion dans ma distribution des profit and loss quand j'ai moins de classes de risque. Donc c'est un peu ce qu'on racontait dans l'article avec Michel, où effectivement on voyait nos classes de risque apparaître et voir l'impact de la variabilité. Donc ça c'est un petit peu ce que j'avais auparavant, et puis encore une fois je peux non pas utiliser des classes avec une centaine d'assurés, on pourrait se dire que c'est trop gros, mais par exemple passer à 40 assurés, voire 10 assurés. Et donc quand on individualise, tout d'un coup la variance devient énorme. Donc ça n'a plus beaucoup de sens. Donc individualiser les primes, je pense que c'est fondamentalement un non-sens complet, parce que l'assureur fonctionne par mutualisation. Donc on a besoin de regrouper dans des classes suffisamment grosses et de dire ces classes sont homogènes et les gens vont payer la même prime, même si c'est pas exactement à 10-4 près la vraie probabilité à laquelle on s'attend. Un autre point, c'est l'histoire des probabilités prédictives. J'en ai pas parlé, mais quand on construit un modèle, ce qu'on veut, c'est un bon pouvoir prédictif. Donc on a observé des données. J'ai pas observé tout le portefeuille parce que j'ai pas observé toute la population, mais j'observe mon portefeuille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un portefeuille et on va se dire, ça devrait se répliquer l'année prochaine sur mon nouveau portefeuille. Donc c'est le principe de généralisation en machine learning, qui consiste à dire on veut que le modèle soit bon sur nos données d'apprentissage, mais on veut aussi qu'il soit bon sur les données quand on va le mettre en pratique. Et quand on met en pratique, souvent, on a un petit souci, c'est qu'on n'est pas exactement sur les mêmes probabilités. Donc le portefeuille peut changer. Et ça, c'est à mon avis problématique. C'est que le fait que le portefeuille change fait que les probabilités sont pas forcément les mêmes. Donc on a cet aspect un peu simpliste que j'évoquais auparavant, où on suppose qu'on a des probabilités fondamentales et on essaye de les faire se révéler, mais en vrai, c'est pas comme ça. En vrai, mon assuré, il était présent dans le passé et j'ai estimé sa probabilité P sur la base de données que j'observais globalement, mais l'année prochaine, s'il reste, le portefeuille peut changer. Et comme le prix du risque n'existe pas en assurance de manière fondamentale, il existe que relativement à la mutuelle dans laquelle on place l'assuré, la prime peut changer, donc la probabilité peut changer. Et donc ces probabilités, elles sont dynamiques de manière intrinsèque, en fait, quand on a un tarif, non pas dans une situation de monopole, mais dans une situation concurrentielle. Et là où ça peut être encore plus complexe, c'est tout d'un coup, mon tarif pourrait changer. Mes classes tarifaires optimales pourraient être différentes, et donc la probabilité que je vais associer à mon assuré, elle pourrait être estimée de manière assez différente. Donc on a ce souci, cet aspect dynamique dont on ne tient pas souvent compte, qui est à mon avis assez problématique et qu'il va falloir un jour creuser. Alors, si je vais un peu plus loin,
La dynamique, on connaît ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, où on va se dire, bah, il y a ce qui s'est passé à la date T-1, puis la date T, puis la date T+1. Et donc, on a l'aspect dynamique dont on doit tenir compte. Mais si on veut vraiment faire proprement du reinforcement learning, ça veut dire qu'on a des effets de feedback. Alors, les effets de feedback, c'est tout ce qu'on observe dès qu'on a des données télématiques, où il y a un aspect dans ce qu'on appelle la gamification, le fait que vous savez que vous êtes observé et que ça va avoir un impact sur vos primes. Ben ça, mine de rien, ça fait une distorsion sur vos probabilités. Alors, c'est connu en assurance auto, par exemple, sur les bonus-malus. C'est que le bonus-malus, si jamais vous savez que votre prime va baisser l'année prochaine, parce que vous allez déclarer un sinistre, alors je parle de petits sinistres matériels, dans ces cas-là, vous avez des incitations pour ne pas les déclarer. Et donc, en fait, le mécanisme d'assurance fait que les probabilités, qui ne sont pas exactement les probabilités de sinistre, mais qui sont les probabilités de réclamation de sinistre, sont influencées par cet aspect dynamique. Donc les probabilités, elles sont complexes parce que même si jamais on était dans un monde parfait, on aurait du mal, mais on n'est pas du tout dans un monde parfait, et on a ce volet dynamique qui est difficile à intégrer. Okay, et je terminerai juste sur le fait qu'en fait les probabilités, elles sont encore plus complexes que ça, puis elles sont majoritairement subjectives. C'est que si jamais je raisonne du point de vue de l'assuré, quand il décide d'acheter une prime, enfin de payer une prime d'assurance pour acheter une garantie, il raisonne non pas en supposant qu'il connaît la vraie probabilité, mais il a une perception lui-même de sa sinistralité future. Donc il a une croyance sur ce que doit être sa probabilité. Mais l'assureur, il peut avoir d'autres croyances. Okay, et les deux n'ont pas les mêmes objectifs. L'assuré, lui, il a l'objectif, typiquement dans un contexte de phénomène Morgenstern, de maximiser son utilité. Et donc il calcule l'utilité qu'il aurait en payant sa prime versus l'utilité en ne payant pas sa prime et en ayant à sa charge la perte. Okay, mais on regarde l'espérance sous la probabilité de croyance de perte. L'assureur, lui, va regarder plutôt l'idée de est-ce que ce contrat m'intéresse et est-ce que dans ces cas-là, la probabilité d'accepter cette prime, donc de collecter une prime supplémentaire pi, me permet de compenser les pertes avec une probabilité suffisamment importante. Donc l'assureur, lui, il a des croyances et il se dit est-ce que ce business va me permettre, est-ce que proposer une prime à cet assuré va me permettre de faire du business suffisamment, alors je vais pas dire rentable, mais en tout cas que je ferai pas trop de pertes, ou que le niveau de perte que je vais faire avec cet assuré est acceptable. Ok, donc on voit qu'il y a des il y a des croyances qui sont là aussi complexes parce qu'en fait il va falloir les faire se révéler. Ok, et donc on voit qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, à la fois ce côté statistique lié aux données, cet aspect dynamique et cet aspect de croyance qui ne permet pas forcément de comprendre toutes les décisions qui sont prises dans un marché d'assurance. Donc les probabilités, ça reste un outil complexe qu'il va falloir manier avec précaution. Et je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Nicolas. Merci. Merci Arthur. Il y a plein de choses que j'aime bien dans sa présentation, notamment à la fin. On s'aperçoit que les maths, c'est super, mais il y a aussi les humains, aussi bien les assureurs que les clients et les commerciaux et les acteurs au milieu. Florence, Arthur parlait aussi un peu de stéréotypes. Donc avant, il y avait des stéréotypes au niveau d'une classe globale. Est-ce qu'on peut avoir un stéréotype sur une classe très fine par rapport à ça, en termes de stéréotypes? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as une analyse par rapport à... Oui, effectivement, on peut ça revient, ça me fait penser moi à l'interprétabilité des algorithmes, c'est-à-dire que quand on met beaucoup de données extrêmement intéressantes qui permettent d'affiner la connaissance de l'assuré, finalement on lui met des étiquettes, les stéréotypes. Et on l'enferme encore plus dans des classes très fines. Et on peut, cette interprétabilité qui est exigée par l'algorithme, alors que finalement avant il y avait moins d'exigences. On a dans l'exercice du métier d'assurance, les clients étaient moins exigeants. On peut considérer que cette analyse de l'interprétabilité amène finalement à décortiquer plus l'individu et à l'exposer davantage dans sa vie privée finalement, enfin dans son intimité. Et c'est un peu paradoxal au moment où on veut précisément protéger ces informations. Et donc là, il y a beaucoup de contradictions dans notre période actuelle, avec une exposition de la vie privée dans les réseaux sociaux et en même temps la conscience que l'exposition des données
de santé, mais pas seulement, est dangereuse. Et donc on a beaucoup de contradictions dans notre action. En allant plus loin, on fait beaucoup de numérique et on fait beaucoup d'efforts pour avoir un degré de moins de chauffage, etc. Donc on est dans ce nouveau monde qui est plein de contradictions qui nous interpellent et dont on essaye modestement d'essayer de le comprendre. Et Arthur, je trouve, a vraiment bien décortiqué un certain nombre de ces questions que l'on se pose, sans apporter des réponses définitives, mais très intéressant, je trouve. Dans cette salle, vous êtes 79 individus, plus un bébé actuaire qui va bientôt naître. Et cette semaine, dans le même ordre de grandeur, enfin un ordre de grandeur un peu plus grand, nous venons de passer à 8 milliards d'individus. Donc effectivement, la question c'est, est-ce qu'on peut croire, Arthur parlait de croyance, à cette hypersegmentation tarifaire jusqu'au bout, quelque part qui est à la croisée des fondamentaux de l'assurance, que ce soit technique, on a parlé de mutualisation, on aurait pu parler aussi de franchise, d'aléas, de temps long, ce que d'ailleurs la Commission européenne a du mal à comprendre. Quand on parle d'open finance, ils disent oui, attendez, la banque, la finance, l'assurance, c'est la même chose. Quand on leur dit non, la gestion des risques, c'est pas la même chose que la gestion de l'argent, si, on ne s'embête pas. Il y a aussi le côté commerciaux. Arthur en parlait, avec la concurrence, vous allez chercher des cibles, des segments plus pointus pour avoir des tarifs plus fins, quitte à ce que les autres, tant pis pour eux, s'ils sont trop gros, trop vieux, en mauvaise santé, tant pis pour eux, un peu ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni. Et en fait, il y a effectivement tous ces aspects sociétaux, d'éthique et de solidarité. Alors, en termes de tarifs, aux États-Unis, vous avez un assureur américain qui, bien sûr, s'intéresse aux critères de tarification. Et donc, dans cette tendance à l'hyper-personnalisation, il se dit finalement, ça vaut le coup de regarder si vous êtes plutôt au minéral ou au municipal. Ça a un lien avec votre risque. Sauf que, quelque part, ça va défendre de différents aspects, aussi bien environnementaux. Non, moi, j'ai envie d'aider la planète, je ne veux pas de plastique. Ça peut être économique, je n'ai pas d'argent pour me payer des bouteilles minérales, ou politique, ou bien en pratique, il y a plus il y a un problème d'hygiène au niveau de l'eau, donc on me livre des bouteilles. Donc quelque part, il y a aussi le lien entre la donnée observée et le comportement sous-jacent. Donc on a parlé d'hyper-personnalisation. Vous avez aussi des assureurs, ici c'est un exemple de Kaina, qui se dit, tiens, mon produit aussi va s'hyper-personnaliser. Et Arthur parlait de tranches à T, T+1 ou T+2. On peut aussi travailler sur des produits qui vont s'auto-adapter en fonction de vous, en termes de tarifs, en termes de distribution aussi, parce que d'un jour à l'autre, vous pourriez vouloir changer. Et donc, une question pour vous aujourd'hui. En termes de Life and P&C, donc c'est l'assurance de manière assez large, où est-ce que, dans le cycle d'engouement du Gartner, donc c'est où se place l'innovation, vous placeriez d'un côté la personnalisation, panoptique, au sens vraiment très ciblé, et de l'autre des produits qui s'auto-adaptent et s'auto-composent. Est-ce que vous avez une idée ? Alors le Gartner a étudié ça et de leur point de vue, c'est sorti cet été. Pour l'instant, on en est dans la phase de déclencheur d'innovation. Mon sentiment, et ça n'engage que moi, c'est qu'on est presque déjà dans le pic des attentes exagérées et il y aura une limite, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à connaître précisément nos clients, nos assurés, mais il faut aussi être raisonnable sur l'application concrète qu'on peut en faire. Alors, il y a une professeure de Stanford qui, en termes de sociologie économique, s'est intéressée aux croyances. Et elle a interrogé un panel d'un millier d'Américains représentatifs de la population. D'un côté, sur les risques d'avoir un sinistre en auto, et de l'autre, de ne pas rembourser un prêt. Et par rapport à ça, elle leur a posé la question...
Elle leur a dit, voilà, votre assureur, il a fait des stats, il a montré, il trouve que toutes ces informations vont pouvoir expliquer votre risque, donc potentiellement s'en servir pour déterminer est-ce qu'il y aura un accident ou est-ce que vous ne rembourserez pas votre crédit. Et elle pose la question, est-ce que pour vous c'est juste, très, très juste, donc c'est vraiment en vert, est-ce que c'est très injuste, en rouge, ou une gradation entre les deux? Et ce qui est intéressant, ce qu'elle observe, c'est qu'il y a 3 grandes catégories. La première, en haut, c'est... Alors ça, c'est le cas de l'assurance. Le fait qu'on regarde votre historique d'accident, bah oui, c'est pour la moitié d'entre eux des Américains, ils disent bah oui, si tu me poses la question, en assurance auto, ça a du sens. À l'inverse, si tu me donnes mon rapport avec qu'est-ce que j'ai acheté chez l'épicier avant-hier, je ne vois pas le rapport. En revanche, en termes de prêt, potentiellement, cette information du bas, qui semble injuste en assurance auto, pourrait être perçue comme juste ou légitime à poser en termes de prêt. Donc il faut aussi éviter de croire que les mêmes informations vis-à-vis des clients ou vis-à-vis de la société auront le même sens, la même légitimité. Et entre les deux, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une zone un peu floue. Si on prend la télématique, vous avez le 3e point qui est sur est-ce que je freine trop fort, est-ce que je prends des virages. Et là, typiquement, il y en a 1 sur 5 qui dit bah ouais, c'est super juste, posez-moi la question, pas de problème. Et il y en a 1 sur 5 qui dit mais non, attendez, c'est salaud ça, qu'est-ce que vous me posez comme question? Et on a eu le cas, parce que la télématique, ça existe aussi en France, et pas qu'aux États-Unis, et en Europe. Vous êtes en montagne. Ben oui, vous êtes gentil, mais moi, il y a des virages. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et la même chose, alors c'est un peu moins vrai sur la partie quand la personne conduit, when a person drives, où elle conduit, où là, c'est un peu plus flou. Et en fait, c'est un peu dans ce même esprit, c'est que ça, quand je conduis, ben attendez, je vais au boulot. C'est la nuit, je travaille de nuit, ben j'ai pas le choix. Et vous allez me faire payer pour ça? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien avec le risque statistique, parce que la nuit, il peut y avoir plus de risques. C'est juste que d'un point de vue de la perception d'un client, il dit « Attendez, pourquoi vous me posez ?» Et ça aussi, on l'a eu en France comme réaction. Après, je vous invite à lire cette étude parce que je la trouve assez passionnante en termes d'implication. Et aussi de se dire, c'est pas parce que j'ai un produit qu'il y a une légitimité des questions ou de croyances de ce qui est bon ou pas. Il y a un autre aspect. Il y a aussi une question sur la transparence. C'est qu'aujourd'hui, il y a des travaux sur attendez, les conditions générales, les astérisques en bas des contrats, on n'en veut plus. OK. Mais si on rend des conditions générales, voire particulières, lisibles, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question, en parallèle, est-ce que notre tarif, il est lisible, ne serait-ce qu'en termes d'informations que je demande à mon client? Alors, il y a aussi une autre tendance, l'IA émotionnelle. C'est génial, pour faire la fête, pour s'amuser. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'avec le machine learning, ces informations émotionnelles, on pourrait s'en servir pour mesurer la santé mentale? Et ce matin, on voyait bien qu'il y a des risques avec la pandémie, etc., toute l'inflation, la guerre, c'est-à-dire la santé mentale, ça monte en puissance, ou de la fraude. Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir de ça? En fait, vous avez 3 cas. Le premier cas, c'est Lemonade. Alors Lemonade, il écrit à ses clients, écoutez, c'est facile, je vais vous faire un règlement de sinistre en quelques instants. Montrez-moi juste votre visage et je vais voir si vous êtes légitime ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de m'arnaquer. Et après, ils ont dit, mais attendez, c'est quoi cette analyse? Après, ils ont dit, il y avait un poste qui dit, oh mais finalement, il y a de la phrénologie. Alors, sauf que la phrénologie, c'est un peu arbitraire comme information. Et donc, ils ont retiré le poste. Donc, même en termes de transparence, c'est pas forcément évident. Donc, il faut faire attention à ça. De la même manière, au Royaume-Uni, il dit la biométrie, c'est aussi discriminant, attention. Et enfin, vous avez eu la consultation de l'EIOPA récemment sur la differential pricing, la tarification différentielle, pour dire, attention, de faire du yield management, de dire, finalement, je devrais te payer 1 000 € en sinistre, à te rembourser, sauf que toi, tu es prêt à accepter 500 parce que tu n'as pas d'argent et que de toute façon, tu n'as pas le choix. Est-ce que c'est juste ou pas? Et donc ça, c'est sain que l'EIOPA ou le régulateur se pose la question. En revanche, le risque derrière, qui est, selon nous, selon moi, c'est que demain, on interdit tout ce qui est strictement non lié au risque. Et donc, quelque part, par rapport à l'hyperpersonnalisation, pour dire, vous êtes jeune conducteur, vous devez payer 1 000 parce que c'est le prix de votre risque. Ou vous êtes un conducteur aguerri, vous allez payer que 500.
Ben ça, c'est très bien dans un monde pur et parfait ou hyper libéral. En revanche, la chance qu'on a notamment en France, avec la mutualisation, c'est qu'un jeune conducteur, il va peut-être payer beaucoup moins parce qu'il y a cette mutualisation. Et donc le risque d'aller trop fort dans les principes, de dire il faut absolument que la tarification soit absolument liée au risque entre guillemets de l'individu, pourrait tuer paradoxalement la mutualisation. Et donc là, on vous a mis 7 principes pour que cette segmentation qui peut être utile soit pertinente, soit efficace. Il faut que les informations soient mesurables, parce que si effectivement, si je ne mesure pas, ça ne marche pas. Substantielles, il faut aussi que mes segments aient une taille suffisante. Il y a une logique de pertinence. Il faut que aussi bien des clients que des commerciaux puissent y répondre. Cette information ou cette taille de segment elle soit accessible, parce que si j'ai une super segmentation, sauf que mes commerciaux ils sont pas capables d'y aller ou ils sont pas adéquats, ben, ça marche pas. Donc il y a une logique de faisabilité. Alors pour vivre, il faut bien sûr être rentable, et on en a vu un mot sur la partie, il faut que ça soit compréhensible pour l'ensemble du système. Un exemple très rapide, dans le cadre du mondial de l'auto, la Massif a posé une question. Rappelez-vous quand vous avez eu le permis, vous avez eu un petit bout de papier et c'était il n'y a pas forcément très longtemps. Vous êtes retrouvé seul la première fois dans la voiture. Cool. Ouais, cool, mais... Et aujourd'hui, 87% des jeunes se disent, bah oui, mais j'appréhende, il n'y a plus papa-maman, il n'y a plus le moniteur d'auto-école, on s'en souvient. Moi, je m'en souviens. Je prends le rond-point de l'Étoile la première fois tout seul. Et la crainte principale, pour près de la moitié d'entre eux, c'est « j'ai peur de l'accident ». Et c'est pour ça qu'on a choisi, alors ça c'est un choix de Massif, il y a d'autres acteurs qui, pertinents, vont au-delà sur la partie télématique, d'accompagner, de ne pas jouer sur le tarif, parce que nous sommes une mutuelle et c'est un choix, un parti pris. En revanche, d'accompagner les jeunes avec les informations télématiques, parce qu'elles peuvent être utiles sur des logiques de coach de conduite connectée. Et donc en conclusion, on a parlé de transparence, on a parlé de personnalisation. Moi, ça m'a fait penser au Petit Prince, parce que quelque part, bon, ça, il y a la phrase « tu seras pour moi unique au monde ». Alors ça, c'est sympa quand on cherche à l'hyper-personnalisation. Et je serai pour toi unique au monde. Mais ce que j'aime bien aussi dans ce qu'il raconte, c'est à la fin, sur l'utilisation raisonnée des données, qu'est-ce que signifie apprivoiser? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Apprivoiser, c'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Une petite page de pub pour Arthur. Voilà, merci. Je pense que vous avez quelques questions. Il y a une question là-bas qui a levé. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette présentation. Donc moi, une question de fond, c'est que bon, là, on entre évidemment dans l'ère de la data. Donc, est-ce que c'est justement ce que vous décrivez, en fait, est-ce que c'est pas quelque chose de fondamentalement inéluctable, puisqu'il y aura toujours des acteurs du marché, ou je sais pas moi, des startups ou des GAFA ou autres, qui vont vouloir réinventer un modèle basé par l'exploitation de la data. Donc en fait, est-ce qu'in fine, les assureurs aujourd'hui vont pas être de toute façon en dehors de toute question d'éthique ou autre, c'est-à-dire vont être contraints pour exister sur le marché de s'orienter vers cette personnalisation, puisque sous la menace de la concurrence en fait. Alors on peut constater qu'ils ont déjà fait pas mal d'essais, pour le moment ils ont renoncé, les fameux GAFA. Parce que ça fait quand même 10 ans qu'on craint l'arrivée, la disruption. Moi, je me souviens de notre ministre actuel des Sports, qui à l'époque était chez AXA, et qui disait le problème, c'est que qui sera le fruit de l'assurance, on ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il va arriver. Donc, ça, il faut quand même s'en souvenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque, notamment si on prend Tesla.
Tesla a recruté ses actuaires, Tesla fait son circuit de réparation, il a le prix de ses pièces, etc. Donc le risque qu'un acteur fasse comme les GAFA, c'est-à-dire et son ensemble de circuits et maîtrise l'ensemble, avec les risques que ça présente, hein, parce que c'est pas donné. Il y a des gens qui posent des problèmes. Tesla pose un problème. Donc ce que vous dites sur le fait que des gros mastodontes peuvent menacer les assureurs, moi je suis d'accord. Mais c'est tout un ensemble, c'est pas seulement les datas. Si on regarde que les datas, je pense que déjà le régulateur européen se charge d'empêcher les assureurs d'utiliser beaucoup de données. Et notamment, l'acte qui est en préparation risque d'empêcher les assureurs d'utiliser l'intelligence artificielle, sauf contrôle des algorithmes qui est envisagé qui sera donné à la CNIL. Donc, le contrôle des algorithmes, c'est quand même quelque chose qui va quand même réfrigérer, notamment les GAFA qui ont pas, enfin, ou les gens de ce type qui n'ont pas envie de se compliquer la vie. Alors ça, c'est une chose. Et puis, l'illusion de... Ce qu'on n'a pas montré là, c'est qu'il y a quand même une illusion à croire qu'on peut hyper segmenter. Celui qui hyper segmentera, il risque d'avoir quelques ennuis et pas forcément de faire des profits. Alors si c'est les GAFA, ils auront les reins solides. On voit le métavers, ça pèse quand même sur les comptes, hein, de Meta. Donc je pense que ce raisonnement de tout le monde le fait, il faut le faire. Moi, je constate qu'il y a des assureurs aujourd'hui qui ne le font pas, qui marchent très bien. Hein. Donc, je ne suis pas... il faut être très attentif à ce qui se passe, mais que les datas servent à aller vers une vraie hyper-segmentation tarifaire, moi, j'en suis pas persuadée. Je pense qu'elle peut aller vers une hyper-segmentation marketing par des services différenciés. Au plan tarifaire, si on y allait, pour moi, ça serait la mort de l'assurance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses, mais ça ne sera plus de l'assurance, puisque l'assurance, par définition, c'est de rendre pilotable un ensemble de risques individuels qui, individuellement, sont difficilement supportables. C'est ça l'assurance. On ne pourra pas sortir de ça. Alors, les assureurs, les capitaux actuellement engagés dans l'assurance pourront faire autre chose, changer de métier, d'accord. Mais l'assurance, c'est... un risque, c'est 0 ou 1 dans l'exercice, c'est-à-dire on l'a ou on ne l'a pas, alors quelquefois on en a 2, mais enfin grossièrement, on a un risque ou on n'a pas. Donc quand le risque ne se réalise pas, on a payé trop cher, quand il se réalise, on n'a pas à payer assez cher. Individuellement, c'est ça. C'est tout, on ne peut pas en sortir. Et l'assurance, ça consiste à partager le risque. Et donc il y a le partage dans la franchise. Il y a le partage en 3. Si on prend tous les risques, c'est un partage en 3. Il y a la franchise et la prévention qui est prise par l'assuré. Il y a la couverture qui est prise par l'assureur et le réassureur. Et puis il y a, pour les risques pointus, l'État. Catastrophe naturelle, risque agricole, probablement plus tard le cyber-risque, etc. Le risque sanitaire, alors on a vu, il a tout pris. Donc, vous avez peut-être raison, hein, mais moi je crois que c'est un mythe, c'est croire, enfin il me semble que Arthur l'a bien démontré, c'est croire aux petites décimales de la proba, faire de l'hypersegmentation. Et il a montré que ça ne veut rien dire. Et juste en complément, on voit bien que ça ne veut pas dire qu'en interne, il ne faut pas s'intéresser au sujet hyper segmenté, utiliser les modèles économiques pour aller à la pointe, et après se confronter au réel, aux commerciaux, aux clients, aux régulateurs, pour que derrière, ces éléments ils soient acceptables et transparents, entre guillemets, dans la mesure du possible. Merci pour cette belle exposé.
Justement, vous avez abordé en anticipation le point de ma question. Pour moi, c'est est-ce qu'il faut opposer ces deux mondes? Parce qu'on a effectivement d'un côté l'hyper-segmentation et de notre côté la mutualisation qui va toujours prévaloir, à mon sens. Et quand on prend l'exemple d'acteurs comme Direct Assurance, par exemple, où on a des tarifs basiques mutualisés et on a un scoring qui adapte et qui finalement affine en fonction de la manière dont le conducteur se comporte, le tarif, de sorte à le personnaliser. Donc, est-ce que, dans une perspective plus globale, est-ce qu'il faut vraiment opposer ces deux mondes? Pour moi, ce n'est pas une logique d'opposition. Et là encore, ça dépend aussi de votre promesse de valeur. Si c'est clair pour le client, je prends l'exemple de la Massif. Nous sommes une mutuelle et c'est pour ça que même à titre que de collaborateur, je n'ai pas de réduction sur la cotisation. C'est une philosophie. Après que d'autres acteurs disent non, moi je suis entre guillemets capitaliste, c'est pas forcément mon terme, mais et je choisis d'être plus dans le fine-tuning du prix et ça fait partie de ma proposition avec des services à côté. C'est un choix et c'est pas une critique. Le client aussi est libre de son choix. Et même si demain Amazon fait, enfin il en fait déjà de la santé, mais il vient en France, tant mieux, ça nous stimulera. Mais donc pour moi c'est pas une opposition, c'est juste un point d'attention. Qui est-ce que nous servons au sens noble du terme? Et donc c'est vraiment des sociétaires, des adhérents, des clients, des assurés. Je pense aussi que là il y a une réduction de l'aléa moral. Et c'est le client qui est d'accord pour donner ses données. Donc là il y a un engagement réciproque. Qui n'est pas exactement le discours qu'on donnait là. Hein. Parce que là, enfin, il me semble que c'est important d'avoir cette... on est dans un contrat entre deux parties qui décident de la manière dont ils vont fonctionner ensemble. Alors que c'est vrai que l'hypersegmentation telle qu'on la voyait, c'est plutôt l'assureur qui devine, qui prédit, comme si il y avait une loi divine, ce que va devenir l'assuré. Et je vous avais raison de poser la question de ces nouvelles formes d'assurance qui ne prennent d'ailleurs pas énormément. Ça aurait pu être, je sais pas, ils auraient pu écraser le marché, mais ça n'a pas été le cas. Et puis, pour revenir à la première question, vous avez un assureur au Royaume-Uni qui s'est amusé à faire de l'hypersegmentation sans tenir compte du risque. Il a failli couler. Donc le tout, c'est d'être actuaire, notre job, à la fois des maths, de la régulation, de la réglementation et du bon sens. Merci.